tous et merci à toutes les personnes qui se sont déplacées ce matin. Aujourd'hui a lieu la 5e marche des mutilés. Nous avons la chance, dans la ville d'Amiens, de la recevoir. Ça fait 2 ans qu'on est dans la rue, ça fait 2 ans que des personnes se font mutiler sur un mouvement social qui a pour but de réclamer moins d'injustice. Et ben on se rajoute une injustice, l'injustice que la police nous mutile, nous blesse, et on n'a jamais de retour ni de la justice, on n'a jamais d'excuses des policiers, parce que de toute façon, ils sont dans leur bon droit à chaque fois, et même quand ils s'excusent, ils ne sont pas punis, parce que ça arrive des fois, qu'un policier pris d'un petit remords puisse dire « pardon, j'ai pas fait exprès », mais pour autant, il n'est pas condamné. Donc son camarade à côté va pouvoir recommencer à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Beaucoup de mutilés qui sont devant vous, beaucoup de blessés qui sont devant vous, ont été impactés alors qu'il ne se passait rien sur le mouvement social. Aucun d'entre nous aujourd'hui n'est mis en cause dans une affaire. Ça veut bien dire qu'on a été blessé, mutilé gratuitement et que c'est aujourd'hui ça, vouloir militer, vouloir crier à l'injustice et vouloir à un moment donné réduire cette injustice, et ben nous oblige des fois à être dans la rue pendant 2 ans, tous les week-ends, et fait qu'on est blessé, mutilé. Aujourd'hui, vous avez des mutilés, des blessés devant vous, mais on a une grosse pensée pour tous les traumatisés, pour tous les personnes racisées de quartiers populaires qui sont morts, pour toutes les personnes des ZAD qui se font mutiler, qui se font tabasser, qui se font même tuer. On peut penser à Rémi Fraisse. On pense aussi à tous ces supporters de foot qui se font démonter la tronche parce qu'ils font peur. En fait, tout fait peur à la police. Et on répond par la peur, par la violence. Je vais oublier les migrants, je vais oublier... Aujourd'hui, on ne peut plus militer sans avoir cette répression. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour ça qu'on ne lâchera pas la lutte. Je vais laisser la parole à mes camarades et je vais de nouveau vous dire merci. Bravo. Je me présente, je m'appelle Alex. Donc moi, mon histoire, elle est un peu ouf, parce que un peu folle, ouais. Je suis tombé à l'acte 4 le 8 décembre 2018. Et en fait, j'ai perdu un œil sur les Champs-Élysées. Donc j'ai eu l'œil explosé, la rétine explosée, rétine explosée, pommette explosée, paupières, arcade, nez, des dents. J'ai eu à peu près 100 points de suture, j'ai fait 6 heures de bloc opératoire. J'ai eu 2 chirurgiens qui m'ont... Moi j'étais entre la vie et la mort, j'ai perdu je ne sais combien de litres avant d'arriver à l'hosto. En gros, je suis tombé à 14h. Mon histoire elle est un peu folle parce que en fait à 18h30 j'arrive à peine à Rothschild. Bizarrement Macron me tire dessus, c'est Rothschild qui m'a parlé, donc c'est un peu ouais voilà. Et donc l'histoire en fait c'est que je sais pas, ça a été le jour le plus long mais m'en suis sorti. Donc c'est pour ça que je suis aujourd'hui là en face de vous pour essayer de dire ma vérité, dire ce qui m'est arrivé, parce que comment ça se fait que personne n'est venu m'aider, comment ça se fait que je suis resté dans cette merde en fait, et que voilà. Mais après j'ai envie de vous dire qu'il faut continuer de se battre, parce que la preuve elle est devant vous. Je suis pas, voilà, j'ai réussi à me lever, et maintenant au jour d'aujourd'hui je trouve que la vie est belle malgré qu'il me reste qu'un œil. Tout ce que je voyais pas avec mes 2 yeux, maintenant je le vois avec un œil. Donc déjà c'est une bonne chose. Et après en fait le collectif ça nous permet de se rendre compte un peu de la gravité des choses et d'évaluer un peu, même, ça nous fait vraiment du bien à tous. Et je vous remercie d'être là, et je vous souhaite que le combat continue et que justice soit faite. Voilà. Je m'appelle David Brelanstein, j'ai 41 ans, donc j'ai été mutilé le 16 mars en fait, quand le Fouquet en fait il prend feu. Donc moi je m'écarte en fait du Fouquet parce que je les vois s'installer là-bas à Camarade et tout. Donc je me dis c'est bon, j'ai pris assez de gaz le matin. On avait pris cher ce jour-là. Et du coup, en fait, je me retrouve en plein milieu des champs avec des personnes que je connaissais pas, je connaissais pas. Et en fait, je tourne la tête et je prends le tir dès le début.
Donc en fait, ils sont placés entre le Phuket et la banque, je crois. Et j'ai pris le tir de LBD en pleine face. Donc heureusement, dans mon malheur, c'est que je tourne la tête au moment, parce que sinon je prends dans le cerveau, dans la tempe et tout. Donc, et depuis ce jour-là, en fait, ma vie elle a changé, quoi. Ma vie elle a complètement basculé dans la déprime, dans le chaos total, en fait. Il faut savoir que quand on se réunit tous ensemble, c'est très dur. Parce que on vit pas ça chez nous, en fait. On vit ça, on vit des choses extraordinaires entre nous. On arrive à parler entre nous. On arrive à vider notre sac, notre merde, en fait, qui nous arrive tous les jours. Et on est très heureux de se retrouver. Donc il faut pas lâcher, il faut pas nous lâcher. Il faut pas nous lâcher. Et en plus de ça, ce week-end, c'est très spécial pour moi, parce qu'il y a ma fille, là. Donc là, je vous présente ma fille. Et quand je suis rentré de l'hôpital, elle est tombée en sanglots. Donc ça m'a choqué encore plus. J'ai ma Vanessa qui est venue me voir sa première sortie de chez elle après son accident. La première sortie qu'elle fait, c'était pour venir me voir. Donc tous ces liens en fait qu'on a ensemble, c'est énorme. On peut pas lâcher ce collectif et on continue à se battre ensemble. On s'appelle assez souvent ensemble parce qu'en fait on a besoin de ça. C'est quand on se retrouve chez nous avec ma femme qui parle. On n'en parle pas de ça. On n'arrive qu'à s'exprimer, qu'à être identifié. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci d'être là encore. Merci. Bonjour. Je m'appelle Sébastien. J'ai été blessé le 12 janvier à Paris. J'ai pris un LBD dans les dents. J'ai la gencive arrachée. J'ai perdu 5 dents. J'ai des plaques au niveau de la mâchoire. Parce que ma mâchoire a été fracturée. Donc j'aurais des séquelles à vie. Moi, ce qui s'est passé, pour vous mettre en contexte, je me trouvais à 20 mètres de la BAC. Donc à Paris, on était menacés. J'aurais fait un simple doigt d'honneur. Et eux, en réponse, ils m'ont tiré dessus. Je suis tombé inconscient. Quand je me suis réveillé, je ne savais même plus comment je m'appelais. Donc il y a ça, le premier impact. Et le deuxième choc, c'est quand j'ai reçu le courrier où il y a eu un non-lieu pour la police. Donc le procureur a décidé de traiter ça sans suite. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que moi, je trouve pas ça normal que la BAC soit armée dans les manifestations. Ils sont pas habilités. Et nous, ce qu'on subit, ce sera à vie. C'est lui, ce qu'il a fait, il a tiré sur la gâchette. Et peut-être qu'il s'en fout maintenant. Mais voilà, nous, on est tous ensemble. Maintenant, on va être amenés à se voir pendant quelques années, sûrement. Et ça fait du bien d'être là avec vous, de pouvoir en parler. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie surtout. Bonjour à tous. Je vais essayer de parler. Vous m'entendez bien là? Moi, c'est Karine. Je fais partie. Comment? Je fais partie des Gilets jaunes depuis le début. J'ai fait pratiquement tous les actes sur Paris, en province. Avant les Gilets jaunes, j'avais jamais eu de soucis avec la police. Voilà, je les aimais pas spécialement, mais je les détestais pas non plus. Et depuis les Gilets jaunes, j'ai subi la violence de plein fouet. Je crois que j'ai pratiquement tout eu. Hein. J'ai eu un tir de LBD à la manif des soignants le 16 juin. Au mois de décembre, dans les premiers actes, j'ai été tabassée par 4-5 Robocop. Ils m'ont mis à terre, ils m'ont matraqué. J'ai reçu une grenade de désencerclement dans les genoux. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait 24 heures de garde à vue à Rouen quand on est allé soutenir les Rouennais après l'explosion de l'usine. 24 heures de garde à vue et avec coups et blessures. Voilà, comme une criminelle, comme une terroriste. C'est même pas 1m60. Voilà, et comme quoi ça peut arriver à tout le monde. À n'importe qui et tout ça, ça m'a foutu des claques à chaque fois, mais je suis revenue parce que je veux pas lâcher, je veux pas arrêter le combat. On est dans la rue, c'est pour le bien commun de tous, pour un mieux vivre. Je veux pas lâcher aussi parce que moi je me suis remis de mes blessures, mais les camarades, il y en a qui s'en sont pas remis et qui reviennent plus dans les manifs et ça se comprend tout à fait. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que dans le mouvement, en fait,
Il faut qu'on arrête là de se déchirer, de faire des histoires pour rien du tout. Moi, à chaque fois que je suis en manif, je pense aux blessés, aux mutilés, qui ont perdu un œil, qui ont perdu une main. Alors oui, on est moins dans les rangs, on est moins nombreux à cause de la répression, à cause de tous les gars, la garde à vue, amende, lacrymo. Mais il faut qu'on continue de combattre. Et surtout, voilà, pour les mutilés, les blessés, ceux qui ont perdu un œil, une main, qui sont traumatisés, même ceux qui sont traumatisés, qui n'ont pas forcément de blessures physiques, mais qui sont traumatisés dans la tête. Voilà, pour eux, moi, à chaque fois que je suis en manif, franchement, je pense à eux. Je pense à eux et ça me donne de la force. Et pour eux, je ne veux pas lâcher. Parce que nous, on est encore là, mais eux, ils ne reviennent plus parce que physiquement, ils ne peuvent plus. Ils ont des séquelles pour toute la vie. Toute leur vie, elle a été chamboulée. Donc pour eux, franchement, moi je ne lâcherai pas, il faut vraiment continuer pour eux. Il ne faut surtout pas qu'on les oublie. Il faut continuer à se battre pour eux et il faut essayer de faire des choses pour eux, si on peut être présent pour eux, n'importe quoi qu'on puisse faire, il faut le faire. Il faut être présent pour eux, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas les oublier. Moi, ils sont dans mon cœur, à chaque fois que je suis en manif, ils sont dans mon cœur, je pense à eux. Et j'oublie voilà, moi ce que j'ai vécu. Je vais dire que c'est moins grave qu'eux. On me dit non, mais moi si, je pense que si, et eux ils peuvent pas, mais moi je peux encore être là, donc je suis là pour eux. Voilà, et qu'eux ils peuvent pas être là. Donc moi c'est Vanessa, je suis désolée, je ne vais pas parler beaucoup parce que c'est un petit peu dur tout ça. On est tous en train de craquer parce que c'est dur, on est nombreux et que là d'entendre les histoires les uns les autres, ça chamboule. Donc moi j'ai été impactée à la de 5 aux Champs-Élysées, j'ai pris un tir dans la voie crânienne. Donc je suis éborgnée, j'ai des plaques en métal au niveau du front, j'ai un trou dans la boîte crânienne. Une hémorragie cérébrale a fait qu'une partie de mon cerveau est nécrosée. Et voilà, j'ai perdu aussi une partie du goût et de l'odorat. Donc maintenant on essaye de faire ce qu'on peut pour vivre, pour pas s'effondrer, parce que c'est difficile, c'est pas juste, ça c'est clair, mais bon, c'est comme ça. Et comme elle a dit, faut pas nous oublier parce que c'est difficile, on fait ce qu'on peut pour être présent, pour être là, mais c'est vraiment très dur pour nous. Donc plus on aura de soutien, plus les gens penseront à nous et mieux ça nous permettra d'aller et on pourra relever la tête comme on peut. Voilà. Donc, bonjour à tous et à tous, moi c'est Casti, j'étais banni il y a 8 ans aux abords d'un match de football, de stade de foot. Donc j'ai perdu l'œil, tir de flashball. À l'époque, on avait déjà créé, avant les Gilets jaunes, on avait créé l'Assemblée des blessés qui réunissait des blessés justement des stades, des ZAD, des quartiers et de tous les mouvements sociaux depuis les 10 dernières années. Et les lois LRU en 2007, il y a eu un éborgné, les manifs contre les retraites, il y a eu des éborgnés, la manif contre le travail, il y a eu des éborgnés. Et en fait, on s'était déjà connectés entre nous pour échanger sur nos expériences, tout ça. Quand le mouvement des Gilets jaunes est arrivé, il y a quelques anciens blessés et quelques blessés Gilets jaunes qui ont commencé à se connecter. Et petit à petit, ça a donné naissance au collectif des mutilés, pour l'exemple, qui est là. Ça a été un collectif au début, on a fait des réunions, des marches, et on se réunit du coup dès qu'on peut, on fait des week-ends. Et tout le week-end, là voilà, on a passé le week-end ensemble, on est tous blessés, on est tous dans nos vies, dans nos dépressions, dans nos trucs, et on se réunit là ce week-end. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on voudrait passer en association, c'est le collectif de passer en association, et il y a un pôle d'avocats et d'avocates qui nous aident. Là, on a travaillé ce matin, j'étais une réunion pour un pôle psy avec des psychologues qui seraient prêts à nous aider, et du coup, voilà, on liste les besoins et on essaye d'aider les blessés comme on peut. Du coup, soutenir l'association, c'est soutenir les blessés, c'est soutenir tout ça. Donc, merci à vous. Bonjour. Allô? Donc bonjour, moi c'est Yann, j'ai 41 ans. Je suis de Toulouse, j'ai été blessé pour l'acte 10, pour la nocturne de l'acte 10 en fait, je sortais du travail. Et j'ai été pris en tenaille en fait avec 15 manifestants. On a été envoyé dans une sorte de souricière. J'ai été passé à tabac par la BAC. J'ai perdu 11 dents avec fracture de la mâchoire et des côtes. J'ai perdu 10 minutes de ma vie parce que je suis tombé KO et je me suis réveillé tout seul, sans mes dents. Donc c'était un peu hardcore. Et depuis, en fait, j'ai perdu mon travail parce que étant serveur sans dents, c'est un peu... à part pour vendre de la soupe, c'est pas super.
Et donc en fait voilà, j'ai perdu ma vie sociale, ma vie professionnelle, ça fait un an et demi que je travaille plus parce que j'ai été renvoyé mon travail. Mon assurance et ma mutuelle m'a aussi renvoyé, on va dire. Quand ils ont su que c'était la police qui m'avait cassé les dents, ils m'ont envoyé un papier en me disant que j'étais plus chez eux depuis 6 mois. Voilà, donc ma vie elle est un peu partie en travers depuis un an et demi. On va pas applaudir, mais on se soutient. Qui peut nous aider parce qu'on a plusieurs blessés qui ont eu des grosses pertes de dents, ce sont des gros frais. Et c'est pas remboursé. C'est pas remboursé, c'est pas pris en charge. Beaucoup de mutuelles, quand c'est les dents, ont refusé de prendre en charge. Et il est vraiment important pour nous qu'on trouve des dentistes parce qu'on ne peut pas vivre sans dents, on ne peut pas manger, on ne peut pas sourire, on ne peut pas travailler. Et c'est des dépenses qu'ils ne peuvent pas avoir. Et là, on a vraiment besoin d'un dentiste et de prothésistes qui nous aident, vraiment, parce qu'on peut pas, on n'a pas 15 000 € pour des dents. Et on ne peut pas les laisser comme ça. Donc vraiment, s'il y a des dentistes ou des prothésistes qui peuvent nous aider, contactez-nous, parce que vraiment, là, c'est vital pour vous. Wow. Alors, bonjour, je m'appelle Yvan, je viens de Montpellier. J'ai été blessé à l'acte 7, j'ai pris un tir de LBD au niveau du visage. Ce tir était destiné à l'œil. J'ai eu la chance, j'avais ma casquette avec moi, le projectile est venu taper sur l'arête de la casquette. Ce qui a permis de dévier, le tir de 1 cm et de sauver mon œil. Donc voilà pour ma part en fait. Je ne vais pas aller plus loin sur ma personne, mais vous l'aurez compris, aujourd'hui on est là, on vient de passer quelques camarades et quelques témoignages, et vous l'aurez compris que c'est très 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 compliqué pour chacun d'entre nous. On a tous, déjà que dans la vie, avant notre blessure c'était compliqué, là aujourd'hui il faut y rajouter des mutilations, il faut y rajouter tous les problèmes de travail, tous les problèmes de mutuelles qui ne sont pas pris en compte. La sécurité sociale qui ne joue pas forcément son jeu aussi, les procédures judiciaires qui n'avancent pas ou qui sont classées sans suite. Et comme Mélanie le disait tout à l'heure, il n'y a aucun d'entre nous qui a été inculpé ou qui a été poursuivi pour quoi que ce soit. Donc voilà, on a des retours qui sont très compliqués à gérer sur la vie de tous les jours. David disait tout à l'heure que on ne peut pas en parler à nos familles. C'est pas qu'on ne peut pas en parler, mais c'est que il n'y a qu'entre nous. On n'a pas besoin de se parler pour pouvoir se comprendre. On n'a pas besoin de se cacher derrière nos blessures parce que ça ne choque pas en fait. On y est, on est dedans et c'est un moment de liberté entre guillemets pour nous tous de se retrouver parce que on peut être nous-mêmes. On peut craquer quand on a envie de craquer. On sait qu'on est tous là les uns pour les autres pour pouvoir se soutenir et c'est quelque chose qui est très très important. Donc aujourd'hui, vous avez des blessés devant vous, vous avez des mutilés devant vous, mais il y en a énormément qui sont pas encore dans le collectif ou qui sont sur d'autres choses. On n'est pas que nous en fait. Nous aujourd'hui on est là, on essaie de porter le message que la violence policière elle est plus possible. Voilà ce que ça donne, la violence policière. Et il faut penser aussi aux autres. Voilà. Il y a des personnes qui ont été blessées, il y a des personnes qui ont été blessées psychologiquement, qui reviendront plus en manifestation, alors que dans leur tête, tout allait bien avant. Voilà. Moi, je pense aussi à toutes ces personnes qui sont pas là. Nous, on est là, on fait le taf pour pouvoir communiquer et exprimer et montrer et démontrer les violences. Mais on le fait aussi pour tous ceux qui sont pas là et aussi pour pouvoir continuer à manifester et à vivre dans un pays démocratique qui fait que la liberté d'expression, la liberté de circuler, c'est primordial. Voilà. Et aujourd'hui, on voit bien qu'avec la situation, tout ça, ça commence à passer à la trappe. Et la seule façon pour l'État aujourd'hui de nous faire taire, c'est la répression. Et aujourd'hui, on la retrouve partout, cette répression. Vous sortez sans votre masque, c'est 135 €. Vous sortez après 21h, c'est 135 €. En fait, ils ont pris un ticket 135 € d'abonnement. Voilà, c'est pour tout le monde. Il faut préciser aussi que
au bout de 3-4 fois. Oui, voilà, les amendes, tout à fait, voilà, ça augmente et ainsi de suite. Ensuite, c'est 1500, ensuite, Tout à fait. 3500 et ensuite, c'est la taxe. Bon, on est bien d'accord. Voilà, donc effectivement, il y a des planchers et des planchers qui ne sont pas favorables pour nous et qui nous privent de plus en plus de liberté, mais cette liberté, elle est aussi dans les amendes, elle est aussi financière, puisque les 135 € qu'on va donner à l'État, ça peut être 2 semaines de course pour certains. Donc voilà, elle est aussi présente à ce niveau-là, la violence policière, et je pense qu'il faut aussi la dénoncer dans ce sens-là. Voilà. Merci en tout cas d'être là, merci de nous soutenir et puis n'hésitez pas à partager tout ça. Merci. Bonjour. Donc, je m'appelle David. Je m'appelle David. J'ai été blessé le 5 janvier 2019, donc l'acte 8 à Bordeaux. Et j'étais donc manifestant parce que je suis pro-RIC. Pour moi, c'était vraiment un combat que je trouvais important et décisif. Et je reste un manifestant tout à fait lambda, tranquille, qui me balade sur la place. Au moment où j'étais percuté, en fait, j'étais avec ma copine et on était en train de marcher vers la sortie. Et j'ai reçu d'un coup un impact de côté qui m'a complètement enfoncé le nez. Il a emporté, donc j'ai eu une fracture du visage. Et à ce moment-là, donc je faisais rien. De toute façon, j'ai jamais envoyé quoi que ce soit sur un flic, ni même une insulte. Je suis quelqu'un de tranquille. Et tous les actes avant celui-là, j'avais déjà vu que les policiers envoyaient du flashball, pas pour se défendre, parce que le flashball est censé être une arme de légitime défense, mais moi je les ai vus disperser des foules à coups de flashball. Décider un moment, voilà, il y a quelqu'un qui fait un truc qu'ils aiment pas, ils font verdict, application des peines en 1 seconde, et ils décident eux-mêmes qui doit vivre ou mourir, qui doit avoir un œil ou pas. C'est pas leur boulot de faire ça, personne les attaque. Dans tous les mutilés que vous verrez, il y a des militaires. Est-ce que vous pensez que les militaires sont des gens qui envoient des pavés sur les flics? Les pompiers, les gens qui nous aident au quotidien, est-ce que vous pensez que ces gens-là, c'est des gens qui attaquent les flics? Il y a des femmes, c'est incroyable quand on voit des femmes perdre des yeux. Est-ce que vous pensez que ces gens-là étaient en train de mettre en danger la vie des policiers? Non, ces gens-là, ils décident que le flashball, c'est pratique, et c'est une arme de boucher. Je pense que même eux se rendent pas compte de ce que ça fait comme impact. Ils l'utilisent voilà, ils l'utilisent gratuitement. Et moi, j'ai vu tous les actes avant, j'ai vu de nombreux abus. Et ce qui a vraiment été dur, c'est que par contre, les jours après avoir été blessé, quand on voyait mon visage, ce qui m'avait été fait, je voyais dans le regard des gens des fois qui disaient si la police a dû faire ça, il a vraiment dû faire quelque chose de grave. Et ça, c'est quelque chose qui est très dur à surmonter dans les jours qui suivent. Et même dans les mois qui suivent et autres, parce que en plus de se sentir victime, on se sent accusé dans le regard des gens et autres. C'est aussi pour ça qu'on aime être entre nous, parce que on sait qu'il n'y a aucune personne quand on est quand on est dans une pièce ensemble, on sait que cette idée-là ne traîne pas, qu'il n'y a personne qui se dit ouais, mais qu'est-ce qu'il avait fait avant ou autre. Voilà, là vous avez, je pense, assez de visages féminins, de militaires, de pompiers et autres qui peuvent vous dire qu'on n'attaquait personne, que les flics se défendaient pas, qu'ils n'étaient pas en danger. Et malgré ça, ils ont décidé que parce qu'on les embêtait, qu'on méritait de perdre un œil, on méritait de perdre notre vie. Donc le côté défoncez-les, ça fera réfléchir les autres pour qu'ils ne reviennent pas et qu'on puisse passer nos samedis en famille. C'est gentil, mais derrière, c'est nous qui payons les pots cassés, quoi. Moi, je m'appelle Antoine. J'ai eu la main arrachée par une Clif 4 à l'acte 4 des Gilets jaunes. Donc mon histoire a déjà pas mal tourné. La vidéo où on voit hurler a déjà pas mal tourné. Donc je vais pas trop m'attarder sur mon histoire. On la trouve assez facilement sur Internet. Moi, je veux faire un appel effectivement à toutes les personnes qui ont été blessées, qui ne font pas partie encore d'un collectif. Parce qu'il n'y a pas que le collectif des mutilés, par exemple. Comme on l'a dit, il y a l'Assemblée des blessés. Il y a des collectifs locaux qui luttent contre les répressions policières. Myriam, qui fait partie du collectif des mutilés, a monté aussi un collectif sur Bordeaux qui, depuis 10 ans, lutte contre les violences policières. Donc, il y en a. Il ne faut vraiment pas que vous restiez tout seul. Moi, c'est un message que j'envoie à toutes les personnes qui ont été blessées. Des fois, il y a des blessures qui ne se voient pas et donc qui ne sont pas considérées, dont on ne parle pas, et donc qu'on souffre tout seul devant son miroir, effectivement, avec tout le lot de souffrance qui va avec. Moi, toutes ces personnes-là, je les invite soit à venir nous voir, soit à aller voir effectivement les collectifs locaux qui luttent contre les violences policières. Voilà. Ensuite, une
une demande effectivement à tous les gilets jaunes. Malheureusement, un des derniers trucs qui peut nous protéger encore des violences policières et nous permettre d'obtenir justice, c'est la vidéo. Voilà, ils essayent tant bien que mal de nous empêcher de filmer dans les manifestations, que ce soit les policiers de façon tout à fait illégale encore aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui c'est toujours légal de filmer les violences policières. Voilà, que ce soit de façon illégale, que ce soit en essayant de le faire rentrer dans le cadre légal, en nous interdisant. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est une des rares choses qui nous protègent, et on a le cas de beaucoup de blessés qui n'ont pas de vidéo de leur intervention et qui malheureusement ne sont pas crus, où on leur dit que ce sont des menteurs. On est dans le même cas, dans la même configuration que la femme qui s'est fait violer et à qui on dit que c'est une menteuse parce qu'effectivement elle peut pas prouver. Voilà, on est un peu dans cette même configuration. Donc moi j'invite les gens à filmer en manifestation, à continuer à filmer tant que ce sera légal, et même si ça le devient illégal, de continuer, parce que voilà, malheureusement c'est la seule chose qui nous protège. Et je déconseillerais aussi aux Gilets jaunes d'entrer en confrontation directe avec les policiers. Je sais qu'effectivement le mouvement est devenu révolutionnaire, il n'est pas devenu pour rien. Après tout ce qu'on s'est pris dans la gueule, à la fois socialement, à la fois physiquement et tout ça, le mouvement est devenu révolutionnaire et il a eu raison de le faire. Mais la confrontation directe avec les policiers, elle est perdue d'avance. Les gars, ils ont les flashballs, ils ont les grenades, ils ont les tanks, ils ont de tout. Moi, je le déconseille personnellement, mais ça, c'est moi. Après, chacun fait comme il veut. Par contre, effectivement, il faut continuer à bloquer l'économie, il faut continuer à aller en manifestation, il faut continuer à se mobiliser. C'est que par le nombre, c'est que par la voix de la rue. Moi, qui fais partie d'un conseil municipal, qui suis rentré effectivement dans ce système-là, je peux vous dire qu'effectivement, tout est bloqué. Donc, c'est par la rue, c'est par la prise en otage de l'économie qu'effectivement, on arrivera à sortir de cette galère. Mais la confrontation directe, faut qu'on apprenne à se protéger effectivement, mais je déconseille effectivement voilà, cette confrontation directe. Et voilà, et j'aimerais adresser un message de soutien et de remerciement à tous les autres collectifs. Voilà, le collectif Vie Volée, parce qu'il y a des personnes, leur problème c'est pas qu'ils ont été mutilés, c'est que leur proche a été tué. Voilà, ça aussi c'est une réalité dont on parle. Alors on entend parler de certains collectifs, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a les noms, la liste de noms est hallucinante. Donc voilà, c'est on est là aussi pour on est là en soutien pour eux aussi, voilà, parce que c'est très dur pour eux aussi. Et un remerciement voilà, à tous les gilets jaunes qui nous soutiennent au quotidien, à toutes les personnes, tous les militants qui sont là pour nous aider. Voilà, et malheureusement, on vous demande de nous soutenir encore plus parce qu'effectivement, on a besoin, voilà, comme on l'a dit, de dentistes, de psychologues, de médecins. Donc tout soutien, ils vont apprendre. On a une cagnotte. On fait tourner les cagnottes individuelles. On a une cagnotte pour les mutilés pour nous permettre d'organiser des marches. Hein, ça ne nous sert pas à faire la fête ou quoi. Ça nous permet de payer le transport pour les mutilés quand ils se déplacent. Parce que voilà, on est tous dans des galères de thunes. À cause de nos blessures qui font que se déplacer sur Amiens, ça a un prix. Donc voilà, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre soutien, grâce au don que vous nous faites, qu'effectivement on peut se réunir et faire un événement comme celui-là. Donc voilà, merci à vous aussi, vous le méritez tout autant. Bonjour, alors moi c'est Eddy. Donc moi j'arrive dans le collectif, durant ces 3 jours j'ai pu rencontrer tous les mutilés. Des belles rencontres malgré tout, des bons moments. Moi je viens du Puy-en-Velay, j'ai été éborgné par une grenade de désencerclement. Donc je suis allé en solidarité le 1er décembre, manifester le 1er décembre 2018 au Puy. Petite ville tranquille hein, jusqu'au 1er décembre. Et donc nous, pas de NAS, hein, il s'est pas passé tout ça. Hein, on s'est rejoint sur la place, grande place du Breuil, voilà. Et, pas de NAS, ça bougeait pas. Et puis voilà, j'étais devant la grille de la préfecture qui était fermée. Et pas de CRS non plus. Donc quelques policiers à l'intérieur. Et puis là j'ai fait connaissance avec les grenades de désencerclement. Je ne savais pas que ça existait jusqu'à ce moment-là. Et puis voilà, d'un coup ça m'a éclaté à hauteur du visage. Je voyais plus rien du côté gauche, j'ai mis ma main sur mon œil. Et puis il est passé à travers ma main et maintenant il est sur la place du Breuil, mon œil, donc voilà. Et puis voilà. Merci à vous. Bonjour, je m'appelle Myriam, je vais essayer de ne pas faire trop long parce que déjà beaucoup de choses ont été dites. Donc moi je m'appelle Myriam, j'ai 49 ans bientôt, je milite depuis une trentaine d'années
sur diverses causes, sans-papiers, logement, les ZAD aussi, où j'ai fait pas mal de séjours. Et c'est dans le cadre de mes activités militantes que le 19 mars 2009, j'ai été passé à tabac par la police sur une charge policière que je croyais pouvoir fuir en me détournant et en courant. J'ai compris que d'abord, je ne courais pas assez vite et que malgré leur équipement, ils couraient vachement plus vite que moi. Donc je me suis pris un coup de tonfa derrière la tête. Je suis tombée évanouie au sol et pendant que j'étais évanouie au sol, au lieu de me ramasser et de m'amener à l'hôpital, vu que j'étais déjà assez lourdement blessée, 4 policiers, j'en peux plus. 4 policiers n'ont rien trouvé de mieux que de m'achever à coups de pied et de coups de poing dans la tête. Donc, suite à cette agression, j'ai monté un collectif avec plusieurs camarades qui s'appelle le collectif contre les abus policiers, le CLAP 33, donc en place maintenant depuis 2009. Donc 11 ans qu'on travaille sur ces problématiques des violences policières avec plusieurs axes, c'est-à-dire effectivement l'accompagnement, le suivi, l'accompagnement psychologique des personnes qui sont victimes de violences policières, qu'ils aient ou non commis un acte délictueux, c'est-à-dire qu'on estime quand même que même une personne, admettons, qui est, je sais pas quoi, qui aurait... En tout cas, je pense qu'il y a des façons d'arrêter les gens, même quand ils sont coupables, on n'est pas obligé de leur tirer des balles dans la tête, quoi, concrètement. Donc on accompagne toutes les personnes qui sont victimes de violences policières. On travaille aussi avec les quartiers depuis très longtemps, avec les familles, on se rapproche avec eux, on a créé avec eux les premières marches au mois de mars contre les violences policières, et aussi sur le cadre légal dans lequel s'exercent ces violences. C'est-à-dire que depuis 2009 que notre collectif existe, on a vu au fur et à mesure des gouvernements se rabougrir les libertés individuelles et les libertés collectives, et qu'aujourd'hui, si le mouvement des Gilets jaunes a été aussi réprimé, c'est aussi parce que le cadre légal dans lequel s'exerçaient ces violences permettait ces violences sur ce mouvement des Gilets jaunes. Ce que je veux dire aussi, c'est que qu'on ait été violenté ou pas violenté, quand on est vraiment gilet jaune, quand dans notre corps il y a quelque chose qui a basculé et qu'on est devenu un gilet jaune, c'est toute notre vie qui de toute façon déjà est chamboulée. La plupart des gilets jaunes, ils ont coupé parfois avec leur famille, ils ont coupé avec leurs amis, les relations de travail sont devenues très très compliquées, parce que quand on est gilet jaune, ça veut dire qu'on a eu les yeux qui sont complètement ouverts sur ce qu'est la société, et que les violences qu'ont subies les camarades, même quand on ne les a pas subies, elles ont effectivement eu des traumatismes, on a tous été traumatisés de ça, et que quelque chose a profondément basculé dans nos vies. Il y a quelque chose qui fait que quand on regarde la télévision, on ne la croit plus. Il y a quelque chose qui fait que quand on lit un journal, on est obligé de le lire 3 fois et d'aller chercher à côté si l'information qu'on nous donne dans le journal, elle est vraiment vraie, quoi. Donc ce mouvement, quand on est investi dedans, il a chamboulé de toute façon nos vies. Et si aujourd'hui on est une vingtaine ici à témoigner des violences, vous savez, les histoires que nous racontent les camarades sont tellement hallucinantes. C'est-à-dire des gens qui viennent en manifestation, pour la plupart c'était leur première manifestation, ils arrivent désarmés, inconscients de ce que c'est que des violences policières, inconscients que quand on vous dit attention, dernière sommation, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire derrière. Quand on était à la ZAD, on sait ce que c'est qu'une grenade de désencerclement. On sait qu'effectivement que quand on prend un flashball dans la tête, on peut perdre un œil ou même mourir. Mais quand on est gilet jaune et qu'on arrive juste avec son courage et sa foi et sa juste raison d'être là, on ne peut pas supposer qu'on va nous tirer dessus après la dernière sommation. Quand Antoine il a la grenade qui tombe à côté de lui et qui dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc et qui le pousse, il ne sait pas qu'elle va exploser. Face à un mouvement désarmé, l'État a utilisé des grenades de désencerclement, des grenades assourdissantes, des grenades lacrymogènes, des tonfas, des matraques, des canons à eau, des flashballs. Ils ont créé une brave alors que les voltigeurs, depuis la mort de Malik Oussekine, étaient censés disparaître de nos rues. Ils ont mis des amendes. Il y a 800 camarades qui sont partis en prison. À l'heure actuelle, il y en a encore plus de 500 qui sont en prison pour des motifs aussi débiles que coup de pied contre une voiture de policier, un jet de peau de rillette sur le policier, 4 mois de prison ferme. 4 mois de prison ferme. Je vous dis ça alors que M. Cahuzac n'a même pas passé une nuit en prison. Voilà l'injustice qui a été faite sur un mouvement face à des gens qui sont arrivés, encore une fois, désarmés. Et ce que je veux dire aussi, c'est que malgré les violences qu'on a subies, physiques, morales, psychologiques, financières, aucun gilet jaune n'est arrivé à une manifestation avec un fusil pour tirer dans le tas. On est resté non violent, on est resté pacifique, pendant que tout autour de nous, les camarades tombaient. Je ne parle même pas des gardes à vue préventives, des heures de garde à vue pour rien, des vols de masques, des vols de lunettes. Voilà où ils en étaient. Voilà où ils en étaient. Voilà comment nous tous, on a appris dans la douleur qu'on n'était pas en démocratie. On a appris dans la souffrance l'illusion dans laquelle on vivait depuis des années en allant voter, en se disant que peut-être on allait pouvoir se sortir de la merde en mettant un bulletin dans l'urne. Je pense que la plupart des gilets jaunes sont des gens qui se sont abstenus à la dernière élection quand on avait le choix entre la peste et le choléra.
parce qu'on savait déjà que la solution c'était certainement pas Marine Le Pen, mais c'était encore moins ce petit freluquet de Macron qui, depuis qu'il est au pouvoir, nous insulte à chaque fois qu'il prend la parole. Donc ce mouvement, il a eu raison d'exister. Et je pense que les personnes qui sont gilets jaunes aujourd'hui, qui sont un peu tristes et désespérées de voir qu'on est moins nombreux dans les rues, que effectivement certains sont rentrés chez eux, de voir qu'il y a encore des gens qui sont en terrasse et qui n'en ont rien à foutre en fait de ce qui se passe autour d'eux, je voudrais leur dire de garder confiance. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, vous étiez ces gens en terrasse qui n'en avaient rien à foutre de ce qui se passait autour d'eux. Et donc, à chaque moment de notre vie, on est encore capable de pouvoir s'éveiller. Je crois qu'il faut garder de la bienveillance et de l'amour pour chaque personne qui n'est pas notre ennemi. Et nos ennemis, il y en a 1% sur les 99% qu'on est. Donc c'est facile de les identifier. L'ennemi, c'est pas la personne qui est en terrasse et qui a toujours pas compris. Il s'appelle Bill Gates, il s'appelle Rothschild, il s'appelle des tas de noms qu'on connaît même pas. Tous ces gens qui possèdent notre planète pendant qu'on est en train de crever la dalle. Donc pour le moment, il y a un petit creux. Mais moi qui milite depuis 30 ans, je vous ai attendu les gilets jaunes pendant longtemps aussi. Je me disais, putain, on est dans le creux de la vague, quoi. Donc on est une belle famille. Et il faut garder confiance qu'en tenant le cap, ben, la famille continuera à s'agrandir. On n'est pas les premiers. Nous sommes les fleurs d'une graine qui a été semée bien avant nous. Et nous-mêmes, nous semons une graine pour les fleurs à venir. Donc, gardons la confiance, gardons l'amour, et sachant que, quoi qu'il arrive, il y aura toujours des combattants et de la lutte. Et pour tous nos blessés, pour tous nos mutilés, pour tous nos camarades en prison, et pour toutes les familles qui sont impactées par ces dégâts, gardons l'amour, la confiance et la combativité, la rage et l'amour. Et sachons bien, vraiment, que dans 2 ans, quand ils vont nous appeler pour aller voter, encore en nous faisant peur parce qu'il y aura le Front National, qu'on sera peut-être tous capables de dire on ne va pas voter et on sera dans la rue le soir des élections, quoi. Et maintenant, allez tous vous faire foutre. On reprendra le pouvoir par la rue, en toute conscience.
Bonjour, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer ce que tu fais et pour qui tu travailles? Ouais, pas de problème. Je m'appelle Maude, je suis gilet jaune, je suis activiste médiatique. J'ai créé un média indépendant qui s'appelle Ethic, Ethic News. C'est pas par hasard que ça s'appelle comme ça, c'est parce que les médias globalement manquent d'éthique. Parmi certains médias indépendants aussi, ça manque d'éthique. Et ce mouvement en réclame de l'éthique. Voilà, la plupart des militants le sont. La cause l'est. Et c'est ma manière de les soutenir. Voilà. Et je trouve que chacun a un rôle à jouer dans une lutte. Tout le monde a un savoir-faire. On a un peu des couteaux suisses. Et on a aussi bien des gens qui se sont révélés avoir des talents de photographe, des gens qui sont très créatifs, il y a des gens dans le bloc, il y a des activistes médiatiques, il y a de la place pour tout le monde. Donc ça a été ma position et mon rôle dans cette lutte, c'est de faire des reportages et de créer des images pour pouvoir les fournir à la Ligue des droits de l'homme à la demande, dans les tribunaux pour soutenir les dossiers. Les militants en ont parlé tout à l'heure, ils en ont besoin pour leur défense, même si effectivement la répression s'attaque aussi aux journalistes et aux indés, et qu'ils essayent de rendre ça légal en plus. Mais on continuera à filmer et faire des images, c'est important. Donc aujourd'hui, tu es là par rapport à la marche des mutilés pour l'exemple. Tu es reporter de terrain, donc je suppose que tu as vécu aussi les violences en manifestation. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as vécu toi en tant que reporter sur les manifestations, ce que tu as vu et ce que tu as ressenti? Alors la caméra, c'est un filtre pour moi. Et le rôle du reportage m'inhibe de la peur. Voilà, donc et il faut en être dénué parce que quand on filme les violences policières, c'est extrêmement violent, évidemment. Mais le fait de savoir que ça va soutenir les militants et que ça va les aider en justice derrière, c'est important. Il faut faire attention aussi à filmer les visages ou pas, être très à l'écoute de ça. Moi, je suis très sensible à ça. Quand on me demande de ne pas filmer le visage, je ne le fais pas. En revanche, il faut assumer aussi que quand on est en manif, on est filmé de toute façon, hein, donc autant que ce soit pour leur bien. Ensuite, filmer des violences policières, ça a été nouveau pour moi. Moi, j'ai découvert la répression policière pendant le mouvement, comme j'étais pas primo manifestante, mais je ne connaissais pas la répression policière. Et le mouvement des Gilets jaunes, il y en a eu une quand même explosive. Et ça a été très très dur et une violence inouïe. Donc moi, au même titre que d'autres, je me cache pas du tout que je me fais aider. Ça m'arrive d'avoir besoin de parler, de vider mon sac, d'écrire et de me reconstruire. Mais ce mouvement me porte, m'aide. Mais en manifestation, oui, effectivement, de filmer des gens en sang, de les suivre à l'hôpital parce qu'une manif, c'est pas que le samedi. Ça continue, ça retentit, ça ricoche. À l'hôpital, dans les familles, certains ont des enfants, etc. Donc il y a des suivis à faire. Et je soutiens évidemment les mutilés, j'essaye de les accompagner en mieux, du mieux que possible, pour pouvoir relayer leur combat et là où est leur quotidienneté. Parce qu'il faudrait apprendre à vivre, il faudrait apprendre à militer aussi. Pour beaucoup, il y a des primo-manifestants. Tout ça est très nouveau et tous ceux qu'on considérait comme des gardiens de la paix, qui étaient nos héros, nos policiers, sont devenus un peu les chiens de l'Élysée. Et pour moi, la police n'existe plus. Il n'existe que des milices du maintien de l'ordre. Et c'est très difficile idéologiquement à comprendre et à assimiler. Ça prend du temps. C'est aussi pour ça qu'on a besoin d'être ensemble et de se regrouper souvent. Et en tant que journaliste, t'as un point de vue assez particulier, je suppose, sur le système actuel, la politique actuelle. Quel regard, toi, tu portes en tant que journaliste indépendante et reporter indépendante, toi, sur le contexte actuel, que ce soit au niveau du coronavirus ou même ce qui s'est passé avant, à partir du moment où M. Macron a été élu, ou peut-être même avant? Écoute, moi, j'ai été journaliste par nécessité. J'avais globalement confiance en les médias, même si je suis assez proche de la philosophie de Coluche, à savoir que la seule chose qui est vraie dans le journal, c'est la date. Mais je m'attendais quand même pas à un tel écart et à un tel déni
par rapport à ce qui se passe en réalité et ce qui est raconté en mainstream. Et en plus, on a des informations en continu, donc on devrait pouvoir avoir vraiment l'information réelle en permanence. C'est plus cloisonné dans le journal de 20 heures qu'on a connu avant dans les années 80-90. Donc je pensais vraiment que ça allait être relayé comme tout le monde. J'ai été très choquée de voir à quel point la vérité était détournée. Je suis aussi très sensible et j'ai un cheval de bataille qui est les lanceurs d'alerte, Julian Assange, etc. Et on voit à quel point la vérité dérange. Et ça a aussi alimenté ma vocation de journaliste de terrain indépendante. J'ai passé le concours de l'école supérieure de journalisme, mais je n'aurai plus de patron. On ne dirige pas mon axe. On ne me dicte pas ce que je dois filmer ou pas. Donc je tiens à mon indépendance. J'ai ma carte de presse internationale et désormais qui est indispensable. Et j'ai besoin aujourd'hui de garder mon indépendance, même si je travaille. On est nombreux, on est une clique. On s'appelle la clique. Il n'y a que moi qui montre mon visage et qui suis à découvert et les autres restent anonymes. Mais on fait aussi bien des enquêtes, des investigations et on est obligé, on se rend compte que ce qui nous paraissait basique, à savoir la vérité, finalement, c'est un combat et qu'il faut la détricoter en permanence. Et pour ça, il faut suivre l'argent. Et à savoir à qui profite le mensonge et la propagande étatique permanente. Pour moi, les médias aujourd'hui qui sont exposés sont des médias de propagande d'État qui servent aux élections, qui servent... Là, les élections sont dans un an et demi. Évidemment, c'est clivant, les grands méchants arabes, les grands méchants noirs, c'est toujours le même cinéoche, c'est toujours la même ritournelle. Et la division ne marche plus, ne prendra pas. Et le rôle des médias indés, je pense, c'est de collaborer ensemble, de travailler ensemble et de détricoter la vérité et la mettre en lumière un maximum possible. S'émanciper des réseaux sociaux qui aussi censurent, attention, eux aussi biberonnent à des GAFA et tout ça est très compliqué. Et s'émanciper de ce système, c'est aussi relayer la vérité. Et pour moi, les médias indépendants sont indispensables, plus que jamais. D'accord. Merci beaucoup. Je t'en prie, c'est moi qui te remercie.